Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Il faut vraiment s'imaginer la scène, là. On est en 1990 et il y a deux jeunes entrepreneurs qui essaient de lancer une entreprise internationale. Leurs ressources, c'est zéro financement bancaire. Absolument zéro, hein? Aucune institution financière veut toucher à leur projet. On juge que c'est beaucoup trop risqué. Fait qu'ils se tournent vers le seul outil qu'ils ont sous la main. 2 cartes de crédit. Ah, la fameuse méthode des cartes de crédit. Exact. Et ils les maximisent à la limite absolue de leur capacité. C'est un coup de dé monumental parce que si ça casse, c'est la faillite personnelle immédiate pour eux. C'est clair. Mais là, on avance 35 ans plus tard et ce pari-là, c'est devenu G-Adventures, un géant canadien du voyage d'aventure en petits groupes. Juste pour donner une idée à notre auditoire, on parle d'une présence dans 100 pays sur les 7 continents avec, je pense, plus de 1000 itinéraires. Ouais, c'est une trajectoire qui défie pas mal toutes les règles habituelles du monde des affaires, là. Puis ce qui rend cette entreprise particulièrement pertinente à analyser pour nous aujourd'hui, c'est la philosophie, en fait, qui a guidé cette expansion. Oui, parce que c'est pas modèle standard. Non, pas en tout. On a souvent tendance à percevoir le tourisme à grande échelle comme une industrie d'extraction. Fait que des capitaux étrangers arrivent, ils consomment les ressources locales, utilisent les infrastructures, puis les profits repartent directement vers des sièges sociaux qui sont situés à des milliers de kilomètres de là. Exactement. Et c'est justement l'énigme qu'on va explorer en profondeur aujourd'hui. On veut comprendre comment on réussit à bâtir un empire de cette envergure-là sans tomber dans ce piège extractif. Ouais, c'est le vrai défi. Social comme véritable moteur économique. Fait que pour trouver la réponse, on s'appuie sur un guide qui est vraiment extrêmement fouillé. Très détaillé, oui. Oui, c'est rédigé par Yvan Junior Blanchette, qui est un conseiller spécialisé chez Aéria Voyage. Puis c'est fascinant à lire parce que le document démontre clairement que pour les fondateurs, donc Bruce Poon-Tip et Anita Voto, l'impact communautaire, ça n'a jamais été un ajout de dernière minute juste pour faire des belles relations publiques. Non, c'est pas du vernis, là. C'est ça. C'était littéralement l'architecture même de l'entreprise dès le jour 1. Et pour bien saisir cette architecture-là, il faut inévitablement revenir à la genèse du projet, à cette fameuse époque des cartes de crédit dont tu parlais. Fait que plongeons là-dedans. Fait qu'en 1990, Bruce Poon-Tip, qui est né à Trinité puis qui a grandi à Calgary, et Anita Vote, ils identifient une faille majeure dans le marché du voyage. Dans ce temps-là, l'entreprise s'appelait GAP Adventures. GAP pour Great Adventure People. J'adore le jeu de mots avec gap en anglais pour le fossé. Exactement. Ce gap-là, ça représentait le vide immense qui existait entre 2 extrêmes dans le voyage. D'un bord, tu as le voyage pur et dur en sac à dos, très authentique, mais souvent très chaotique puis imprévisible. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Puis de l'autre côté, tu as le voyage organisé classique en gros autocars, super structuré, mais complètement aseptisé. D'ailleurs, petite parenthèse historique pour les gens qui aiment les petits détails corporatifs, ils ont dû rebaptiser l'entreprise G-Adventures en 2011 suite à un très long litige avec le géant du vêtement Gap Inc. Ah oui, les fameux avocats. C'est ça. Mais bon, au-delà du nom, ce qui est vraiment marquant, c'est le tout premier produit qu'ils ont vendu. C'est ça qui définit la suite des choses. On parle pas d'une croisière de luxe ou d'un hôtel tout inclus, là. Loin de là. Le premier voyage, c'était un séjour chez l'habitant, chez Delphin, un membre d'une tribu amazonienne en Équateur avec sa famille. Le modèle d'affaires de ça, c'était d'une simplicité désarmante. Le client paie directement la famille locale pour le toit et la nourriture, point. Puis tu sais, ce qui aurait pu n'être qu'une simple anecdote de départ, parce que beaucoup de grandes entreprises commencent avec une touche un peu artisanale avant de s'industrialiser puis de standardiser tout ça. Ouais, comme une belle histoire de garage. Exact. Mais c'est pas du tout ce qui s'est produit ici. Non, puis c'est l'affaire qui m'a vraiment jeté par terre en lisant l'analyse des RIA Voyages, c'est que ce séjour spécifique chez Delphine, il est encore dans le catalogue aujourd'hui. 35 ans plus tard. Oui, 35 ans plus tard. C'est pas une pièce de musée, là. C'est un produit actif que n'importe qui peut réserver demain matin. Je trouve que ça témoigne d'une obstination qui est vraiment remarquable. Surtout quand on regarde ce qui s'est passé par la suite. La fameuse croissance, oui. L'entreprise connaît une croissance fulgurante, genre 40% par année. Puis là, paf, on frappe le mur de 2008. Ah, le fameux bain de sang des subprimes.
L'économie mondiale s'arrête, le secteur touristique est carrément en chute libre, la panique est totale partout. Et c'est précisément dans ce climat-là apocalyptique que Bruce Pontip reçoit une offre d'achat de 100 millions de dollars. C'est pas de la petite monnaie. Refuser une somme pareille en pleine récession mondiale alors que toute ton industrie s'effondre, c'est littéralement comme se faire lancer un gilet de sauvetage haut de gamme avec genre un transfert en hélicoptère au beau milieu d'un naufrage. Puis toi, tu réponds non, merci, je vais rester aux commandes de mon propre petit canot qui prend l'eau. C'est une super bonne analogie. Pourquoi quelqu'un prendrait un risque aussi vertigineux, tant sur le plan personnel que professionnel? Ce qui est fascinant ici, c'est la lucidité du gars par rapport au mécanisme du capital investissement. Pontip savait exactement ce qui allait se passer si une grosse corporation ou un fonds d'investissement prenait le contrôle pendant une crise de même. Il aurait coupé partout. Exactement. Les nouveaux propriétaires auraient ouvert les livres de compte, regardé les marges de profit et commencé à rationaliser sévèrement. Tu sais, une opération complexe comme envoyer des petits groupes en Équateur chez Delphine avec des marges potentiellement plus serrées, puis une logistique un peu lourde, ben ça aurait été la première chose à prendre de bord. C'est clair, on remplace ça par du volume. Voilà, on l'aurait remplacé par des partenariats beaucoup plus lucratifs, puis faciles à gérer avec, mettons, des grandes chaînes hôtelières. Fait qu'en refusant cette offre-là, l'objectif c'était pas juste financier, c'était vraiment la protection pure et dure de l'ADN de l'entreprise. Puis c'est une décision qui a solidifié leur réputation d'une manière, je dirais, indélébile. En 2013, ils publient le livre Loop Tale, qui détaille justement cette philosophie-là. Puis ça passe pas inaperçu. C'est le tout premier livre d'affaires au monde à obtenir une préface écrite par nul autre que Dalai Lama. C'est quand même pas rien. Vraiment pas. Quand un leader spirituel de cette envergure-là endosse un livre de gestion, ben ça donne le temps. Pontip a même été nommé officier de l'Ordre du Canada par la suite. C'était pas arrivé à un acteur de l'industrie du voyage depuis plus de 3 décennies. Ah ouais? Mais, puis c'est là qu'on frappe un véritable dilemme logistique. C'est bien beau vouloir protéger l'expérience intime chez Delphine, là, mais comment on fait concrètement pour pas perdre cette âme-là quand soudainement tu dois gérer plus de 100 000 voyageurs par année? La mécanique doit suivre à un moment donné. Exactement, c'est le défi de la mise à l'échelle. Et la réponse de G-Adventures à ce défi-là, elle repose sur 2 innovations systémiques majeures. La première, c'est la redéfinition totale du rôle de la personne qui accompagne le groupe. Chez eux, on n'utilise pas le mot guide, on parle d'un CEO. Ouais, puis là, attention aux confusions. Oui, on s'entend, c'est pas un Chief Executive Officer corporatif en veston-cravate. C'est un Chief Experience Officer. Et la différence est vraiment loin d'être juste sémantique. Non, c'est un titre qui est super lourd de sens, en fait. L'analyse des rares voyages est très claire là-dessus. Ces CEO-là, c'est pas des pigistes qui sont engagés au lance-pierre juste selon les fluctuations de la demande touristique. Non, pas du tout. Ce sont des vrais employés locaux, avec des avantages sociaux, un plan de carrière, de la formation continue. Pour imaginer un peu la patente, engager un guide pigiste classique, c'est un peu comme louer un film. La personne pèse sur jouer, puis elle te récite un scénario préétabli. Très mécanique, ouais. Mais un CEO, c'est plutôt comme si le réalisateur du film était assis sur le divan avec toi. C'est quelqu'un qui habite littéralement la destination. Puis cette distinction-là, elle est fondamentale sur le terrain. Tu sais, un CEO au Maroc ou, mettons, au Vietnam, il fait pas juste passer dans la communauté, il vit là. Ses relations avec le propriétaire de la petite maison d'hôte ou l'artisan du coin, c'est pas transactionnel, c'est du relationnel, c'est personnel. C'est ça qui fait la différence. Puis c'est ce qui crée un accès et une fluidité qu'aucune grosse plateforme de réservation centralisée sur Internet peut simuler. Puis pour soutenir ces relations locales-là à grande échelle, ils ont mis en place la 2e grande innovation, la Fondation Planéterra qui a été créée en 2003. Puis il faut vraiment s'arrêter sur Planéterra 2 secondes, parce que c'est super crucial de comprendre que c'est pas du tout un organisme de charité traditionnel. Non, c'est pas de la philanthropie de base, là. C'est trop souvent dans le tourisme, une grosse entreprise va donner un chèque pour construire une petite école, prendre une super belle photo pour sa brochure promotionnelle, puis après ça, ben bye bye, il quitte les lieux. Planéterra fait exactement le contraire. Ils bâtissent des véritables entreprises sociales qui génèrent de revenus de façon autonome. Ouais, des trucs durables. Les exemples dans le guide sont vraiment percutants. On y parle d'une coopérative de tissage pour femmes à Cusco au Pérou, d'un restaurant qui sert de centre de formation pour des jeunes marginalisés à Phnom Penh, ou même des flottes de taxis conduites exclusivement par des femmes à Delhi.
Ouais, mais tu sais, la vraie magie de tout ça, c'est pas juste dans la création de l'entreprise elle-même. Ah non? Le vrai coup de génie, c'est l'intégration logistique. Planeterra peut aider à construire un super resto à Phnom Penh. Si personne va y manger, le projet meurt après 6 mois. C'est clair. Ce que fait GA Adventures, c'est d'intégrer formellement ces entreprises sociales-là directement dans les itinéraires de leurs 1000 circuits mondiaux. Ah, wow! Ils garantissent littéralement la chaîne d'approvisionnement. Ils s'assurent qu'un flux constant de clients va franchir la porte de ce restaurant-là à chaque semaine. Ça garantit la pérennité financière du projet. Puis pour prouver que tout ça fonctionne réellement dans la vraie vie, ils ont inventé le Ripple Score. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce fameux Ripple Score-là, l'effet d'entraînement, c'est affiché sur chaque page de circuit sur leur site. C'est un pourcentage qui évalue quelle proportion de l'argent qui est dépensé sur place par un voyageur reste véritablement dans l'économie locale. Une métrique super transparente. C'est littéralement l'équivalent parfait d'une étiquette de valeur nutritive sur une boîte de céréales, mais on l'applique à l'économie. Au lieu de regarder, combien il y a de sodium ou de sucre, on regarde combien nos dollars nourrissent une vraie famille péruvienne plutôt que de gonfler les profits d'un énorme conglomérat hôtelier étranger. Ouais, c'est un changement de paradigme complet. Mais là, je dois quand même jouer à l'avocat du diable une seconde. Un score de même, c'est super génial sur une affiche publicitaire. Mais est-ce que c'est pas au fond un outil d'éco-blanchiment ou de greenwashing qui est juste hyper sophistiqué? Comment on sait en tant que client que c'est pas juste un gros coup de relations publiques pour soulager un peu la conscience du touriste nord-américain? Oui, c'est une excellente question. Mais ici, on relie ça à la vue d'ensemble. C'est là qu'on comprend que c'est pas juste une façade. Parce que pour calculer ce fameux score-là, l'entreprise doit auditer de manière quasi obsessionnelle toute sa chaîne d'approvisionnement locale. Fait qu'ils n'ont pas le choix de vérifier. Exact. Si un circuit obtient un score de genre 40% parce que l'hôtel choisi appartient soudainement à une chaîne internationale, ça paraît publiquement. Le chiffre baisse. C'est une reddition de compte systémique. Même si, en réalité, une grande partie des voyageurs regardent peut-être jamais ce chiffre-là avant de sortir la carte de crédit, le simple fait de s'engager publiquement à le publier, ça force l'entreprise à s'auto-évaluer continuellement. Ça transforme carrément l'éthique en contrainte opérationnelle, dans le fond. C'est en plein ça. D'accord. Fait que l'infrastructure morale puis logistique a l'air vraiment solide. Mais bon, avoir la meilleure philosophie du monde, ça te protège pas contre l'obsolescence. Le marché du voyage, il évolue à une vitesse folle, puis les goûts des consommateurs changent. C'est une industrie super volatile. Fait que le rapport d'Eria Voyage met justement en lumière la façon dont il s'adapte pour pas devenir une espèce de relique du passé. En 2026, l'entreprise opère avec un portefeuille ahurissant de 12 styles de voyage différents. 12 quand même. Ouais. Mais il y a 2 lancements récents, là, en 2024 et 2025, qui ont complètement fracassé les attentes. C'est les collections G-Lux et Solo-ish. Et ces 2 lancements-là, c'est des vrais cas d'école en matière de segmentation psychologique du marché. Si on prend G-Lux d'abord, cette collection-là, elle s'attaque de front à la génération des 50 ans et plus. Les fameux boomers puis Gen X. Exact. Puis l'analyse derrière le produit est redoutablement précise. Cette cohorte-là est nettement plus en forme puis active que les générations précédentes au même âge. Ils ont soif d'aventure. Ils veulent faire de la grosse randonnée exigeante ou du kayak en mer toute la journée. Mais attention, la mentalité du sac à dos de jeunesse sur un petit matelot douteux, là, ça c'est bel et bien terminé. Ben oui, le corps suit plus de la même façon, on va se le dire. Hein? On veut bien suer la journée puis de se dépenser, mais le soir venu, on exige un lit d'un confort irréprochable. C'est ça le compromis. Le rapport mentionne d'ailleurs que ces circuits-là, ils incluent ce qu'ils appellent un hébergement OMG Stay. Ah oui, les OMG Stays. Ouais, le genre de lieu unique qui t'arrache littéralement un « Oh my God » en entrant. Puis c'est brillant. Mais si G-Lux répond à un besoin, je dirais, de confort physique, l'autre grand succès récent, c'est Solo-ish. Et ça répond à un malaise purement psychologique. Oh que oui. C'est conçu de A à Z pour les personnes de 18 ans et plus qui voyagent seules. Et un détail majeur dans leur approche. Les groupes sont limités à 12 personnes et sont intentionnellement dirigés par des femmes CEO. Ça, c'est super intéressant comme choix. Pourquoi des femmes spécifiquement? Cette décision-là d'avoir des femmes à la tête des groupes solo-ish, ça fait vraiment d'une pierre deux coups. D'un bord, ça stimule massivement l'emploi féminin dans des régions du monde où, les postes de leadership dans le tourisme sont souvent dominés par les hommes. Tellement. Puis de l'autre bord, c'est une réponse directe à la démographie même de ce marché-là. La grande majorité des réservations en solo proviennent de femmes. Fait que ça instaure instantanément un climat de sécurité puis de confiance dans le groupe. Mais tu sais, là où l'analyse des sources devient vraiment surprenante pour moi, c'est sur la composition inattendue de ces groupes-là.
On pourrait facilement présumer que, tu sais, Solo-ish, c'est juste un gros repère de célibataires qui cherchent à se rencontrer. C'est ce qu'on pense au début, ouais. Mais pas du tout. Une proportion vraiment très significative des réservations, ça provient d'hommes qui sont en couple ou qui sont mariés, mais dont la conjointe a absolument aucun intérêt pour ce type de voyage d'aventure-là. Oh, c'est drôle, ça. Mettons, le gars, lui, il veut aller dormir dans une yourte en Mongolie, puis triper solide, mais sa partenaire, elle préfère de loin une retraite gastronomique, relax en Italie. Les intérêts divergent. Fait que lui, il part avec Solo-ish. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Moi, je trouve que ça démontre une compréhension clinique de la friction sociale. Quiconque a déjà voyagé seul dans un groupe mixte connaît très bien l'angoisse d'être la 5e roue du carrosse. Ah, l'horreur. T'es coincé en table de restaurant à la fin de la journée avec 3 couples en pleine lune de miel qui se regardent dans les yeux. C'est lourd. Fait que Solo-ish, ça règle cette anxiété-là à la source. Tout le monde est là en solo. Kirk soulève une question super importante sur la conception même d'un produit touristique aujourd'hui. Tu sais, l'industrie a longtemps pensé qu'on segmentait un marché seulement par destination. Le marché du Pérou d'un bord, le marché de l'Islande de l'autre. La géographie classique. Ouais, mais G-Adventures prouve que la segmentation la plus puissante, elle se fait d'abord par la dynamique sociale. Retirer le gros malaise du voyageur en solo ou offrir le parfait compromis entre le gros effort physique puis le luxe pour les 50 ans et plus, c'est vendre une tranquillité d'esprit psychologique avant même de vendre un paysage de carte postale. Puis en parlant de tranquillité d'esprit, justement, il y a une politique bien spécifique à l'entreprise qui crée assez souvent une friction monumentale auprès des nouveaux clients. Puis il faut absolument qu'on s'y attarde un instant. Je pense savoir de quoi tu parles. C'est la fameuse politique des inclusions. Fait que quand un consommateur paye plusieurs milliers de dollars pour un voyage qui est encadré, l'attente nord-américaine classique, on va se le dire, c'est la formule du tout inclus. On veut être pris en charge de A à Z. On veut poser son cerveau puis relaxer. C'est ça. Mais ici, chez G-Adventures, la liste de ce qui n'est pas inclus, elle est assez frappante. Pas de vol, puis pas d'assurance. Bon, ça, c'est relativement normal dans l'industrie. Mais surtout, la grande majorité des lunchs puis des soupers ne sont pas fournis. C'est le choc pour plusieurs. Mais oui! Là, je me remets encore dans la peau de l'avocat du diable. Si je paye un prix premium pour l'expertise d'un guide, j'ai aucune envie de me promener à 8 heures le soir, complètement épuisée de ma journée, pour chercher un resto au hasard puis devoir sortir mon portefeuille à chaque repas. C'est vrai que c'est exigeant. Ça semble aller complètement à l'encontre de la promesse de base d'un voyage organisé. Écoute, c'est carrément l'objection numéro 1 de la clientèle qui est habituée aux croisières ou aux gros complexes hôteliers. Mais il faut comprendre que cette absence d'inclusion-là, c'est pas une radinerie corporative pour sauver des sous. C'est l'essence même de leur produit. Comment ça? Le modèle du tout inclus, ça crée une bulle hermétique. Si l'entreprise te nourrit 3 fois par jour, l'argent de la nourriture reste captif dans l'écosystème de l'opérateur. En te forçant littéralement à aller trouver ton propre repas sur le terrain, il te pousse de force dans l'économie locale. Ah, c'est brillant quand on y pense cet angle-là. Tellement. Tu sais, l'authenticité, ça se sert pas sur un plateau d'argent dans la cafétéria climatisée d'un grand hôtel 5 étoiles. L'expérience, la vraie expérience, c'est de déambuler dans un genre de marché nocturne chaotique à Bangkok, de demander à ton CEO c'est quoi sa recommandation secrète pour le meilleur pad thai du quartier, puis après ça, de donner ton argent directement à la personne locale qui cuisine devant toi. Exact. Le but final, c'est pas d'être materné du début à la fin, c'est d'être guidé tranquillement vers l'autonomie. Puis cette approche qui est quand même audacieuse, elle attire même les géants de l'industrie. Le rapport détaille d'ailleurs le partenariat d'envergure qu'ils ont fait avec National Geographic. On parle d'abord de National Geographic Journeys qui a été lancé en 2015. Ouais, un beau produit ça. Des petits groupes de genre 12 personnes avec un aspect éducatif très poussé grâce à la présence d'un expert local. Mais la grosse secousse dans l'industrie, c'est l'annonce fin 2025 de National Geographic Signatures pour des départs prévus en 2027. Le summum. Là, on entre de plein pied dans le marché de l'ultra-luxe. Et ça, ça prouve que la conscience sociale et le maintien des retombées communautaires, ça peut s'appliquer même aux voyageurs les plus fortunés de la planète. Tout à fait. Mais bon, tout ça m'amène à me poser une question qui me semble assez évidente. Si cette formule-là imprime autant d'argent et génère un niveau de fidélité aussi intense, pourquoi est-ce que tous les autres grands joueurs se contentent pas de les copier purement et simplement dès demain matin?
Le guide Déviant Voyage y dresse justement une cartographie super intéressante des concurrents qui répond un peu à cette question-là. La barrière à l'entrée, en fait, elle est colossale. Monter un réseau mondial de CEO locaux fiables comme ça prend 3 décennies. Ça s'achète pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Ouais. Mais il y a quand même des entreprises qui naviguent dans des eaux très similaires, puis chacune a sa propre philosophie d'affaires. Qui sont les plus proches d'eux? Le compétiteur le plus frontal, c'est sans doute Intrepid Travel, une grosse entreprise australienne. Leur prix, la taille de leur groupe, puis leur philosophie de base sont extrêmement comparables à G-Adventures. Qu'est-ce qui les différencie d'abord? Ce qui les distingue, c'est une approche encore plus militante sur certaines questions sociales et environnementales. Notamment, il y a une focalisation hyper pointue sur la compensation carbone systémique de tous leurs voyages, puis une super grande offre de voyages exclusivement féminin. OK, je vois. Souvent, pour le consommateur qui magasine entre les deux, le choix se résume simplement à l'itinéraire spécifique ou à la date de départ qui s'adonne le mieux avec ses vacances. Et ensuite, on a des joueurs qui s'adressent à des créneaux totalement différents. Le rapport donne l'exemple de Kon-Tiki. À Kon-Tiki, oui. Là, on change radicalement de registre. C'est littéralement le royaume du 18 à 35 ans. Les groupes sont pas mal plus massifs. Le focus est vraiment mis sur l'Europe et la dynamique, elle est beaucoup plus orientée vers la fête et la socialisation intense entre jeunes que vers l'immersion communautaire profonde. C'est pas la même vibe du tout. Non, c'est une autre réponse à un besoin tout à fait différent. Et complètement à l'extrême opposé, l'analyse mentionne Aurora Expeditions. Aurora, ça c'est le marché de niche absolu. On parle plus du tout de voyage terrestre ici. C'est des expéditions polaires maritimes. Ils utilisent des navires hyper spécialisés avec des proues inversées, des fameux X-Bow, qui limitent la capacité à peu près à 130 passagers pour pouvoir naviguer dans les glaces extrêmes comme en Antarctique. Fait qu'on est loin du sac à dos en Équateur. Très loin. Puis bien que G-Adventures possède son propre programme marin, l'expertise d'Aurora est tellement spécifique qu'elle répond vraiment à une demande technique très, très distincte du marché de l'aventure classique. C'est vraiment un paysage concurrentiel d'une richesse incroyable. Fait que si on essaie d'attacher un peu tous les fils de notre enquête d'aujourd'hui, on est parti d'une idée franchement farfelue en 1990, portée à bout de bras par 2 cartes de crédit au bord de l'explosion, puis ça s'est métamorphosé en un réseau mondial massif. Une évolution de fou. Et au lieu de devenir une froide bureaucratie en grandissant, comme c'est souvent le cas, l'entreprise a repensé de fond en comble le rôle de guide en créant les CEO, ses ambassadeurs locaux qui sont vraiment le cœur battant de l'expérience. Elle a réussi aussi l'exploit de mesurer mathématiquement son impact social avec la Fondation Planétaire et le fameux Ripple Score. Ouais. Puis, pour couronner le tout, elle prouve sa pertinence commerciale à long terme en décodant la psychologie du voyageur moderne avec des collections comme Soloish ou Jill Lux. Fait que l'enseignement majeur pour notre histoire aujourd'hui, c'est que ce modèle-là, il prouve hors de tout doute que l'hypercroissance mondiale puis une conscience sociale profondément enracinée, c'est pas mutuellement exclusif. C'est ça le message clé. L'impact positif sur les communautés locales, c'est pas juste une belle excuse pour justifier des prix plus élevés, c'est le moteur opérationnel principal qui permet à l'entreprise de survivre et d'innover, même à travers les pires crises. Ce qui nous amène, je trouve, à une réflexion finale assez provocatrice. Une petite pensée à ruminer pour quiconque a écouté notre plongée d'aujourd'hui. Je t'écoute. Si dans un secteur aussi complexe et, disons, mondialisé que le tourisme, des entreprises ont prouvé noir sur blanc qu'il était possible de quantifier puis d'afficher publiquement au grand jour le fameux Ripple Score de nos dépenses. De nous dire direct, voici exactement où va chaque dollar que tu dépenses. Penses-tu qu'il viendra un jour où les consommateurs vont exiger ce niveau de transparence radicale-là pour absolument tous leurs achats du quotidien? Ouf! C'est un concept qui ferait trembler bien des conseils d'administration, ça. Imagine juste un instant entrer dans un magasin de vêtements régulier ou acheter ton prochain téléphone intelligent, puis voir afficher direct sur la boîte un score de retombée locale. Ça serait fou. Un chiffre clair qui te dirait instantanément quel pourcentage de ton argent va aux vrais ouvriers ou aux communautés qui ont réellement extrait les matériaux ou fabriqué le produit. Si ce type de transparence méticuleuse devenait la norme imposée par le marché, le modèle économique extractif classique sur lequel repose à peu près toute notre économie actuelle, il deviendrait complètement obsolète. Et ce, du jour au lendemain.
C'est clair. Une transparence totale qui changerait complètement la donne sur toute la ligne, là, de la commande à l'épicerie du coin jusqu'au prochain billet d'avion. Et dire que toute cette architecture commerciale-là, cette espèce de petite révolution qui secoue l'industrie touristique encore aujourd'hui, ben ça a démarré uniquement parce que 35 ans, aucune banque a cru en eux. C'est la beauté de la chose. Ça les a forcés à s'endetter sur des simples cartes de crédit, comme quoi, parfois, se faire refuser le gilet de sauvetage bien confortable, ben c'est exactement le coup de pied dont on a besoin pour apprendre à construire un navire qui ne coulera jamais. Un immense merci d'avoir exploré les rouages de cette industrie-là avec nous aujourd'hui, tout le monde. Merci à vous. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.